Au Mali, assaut de Moura, exploit ou bavure militaire. Nous allons parler également de l'Espagne. L'Algérie veut vendre son gaz plus cher. Et puis on termine par la France présidentielle qui va gagner. Notre invité, vous le connaissez, est Maître Éric Emmanuel Sousa, avocat au barreau du Togo. Maître, bonjour, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur le plateau de l'invité. Merci Michel Takwa, c'est un plaisir toujours renouvelé. Allez, on commence donc par le Mali au fait de l'armée malienne en reconquête ou massacre de civils sans précédent au nom du combat anti-djihadiste. Deux versions diamétralement opposées s'affrontent sur les événements survenus fin mars à Moura, dans le centre du Mali. Le 30 mars, donc, Maître Amoura, à 17 km du nord, au nord-est de Kwakujura, dans le cercle de Djenné, l'armée malienne effectue un raid qui élimine 203 djihadistes et interpelle 51 personnes. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Maître Éric Emmanuel Sousa? Bon, alors, il faut que nous nous gardions de céder à ces tentatives de désinformation et aussi de guerre de communication. Parce que nous sommes tous d'accord. Aujourd'hui, l'armée malienne a été longtemps décriée, elle a été perçue comme étant incapable de juguler la crise sécuritaire à laquelle ce pays est en but. C'est ce qui a justifié qu'on ait créé des forces d'appui telles que Barkhane, telles que Takuba, etc. Et puis, le Mali a voulu prendre son destin en main, en tout cas le gouvernement malien actuel a voulu prendre son destin en main, et a souhaité découdre avec les partenaires militaires et stratégiques qui étaient là avant. Aux grandes dames de ceux-ci, parce qu'ils ne sont pas contents du tout d'avoir été remerciés par le gouvernement malien. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la guerre de communication uniquement. Alors, pendant que les Maliens, c'est-à-dire l'armée malienne, clament qu'elle a réalisé des opérations à succès dans certaines zones, les autres disent non, attendez, venez voir, ils sont en train de massacrer les populations civiles avec l'aide des Russes de Wagner. Donc, en fin de compte, pendant que les autres disent venez voir comment nous sommes forts, comment nous reconquérons notre souveraineté sur le territoire malien, les autres disent non, 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 attention, c'est pas ça du tout. Ils sont en train de massacrer des populations civiles, ce que nous ne faisions pas. C'est la raison pour laquelle nous avions eu des résultats beaucoup moins éclatants qu'eux, parce que nous nous abstenions de tuer les populations civiles, à croire que quand ils intervenaient, ils essayaient de trier parmi les populations ceux qui sont susceptibles d'être des terroristes ou pas. Donc, selon vous, c'est plus une guerre de Mais c'est communication que... l'impression que nous avons parce qu'en fait, il suffit que le gouvernement malien et l'armée malienne communiquent sur un succès éventuel ou réel pour que nous entendions Human Rights Watch ou des ONG dire attention, mais c'est au prix de vies de civils innocents qui ont été fauchés dans l'opération et ce n'est pas du tout un succès militaire. Donc vous voyez, en fait, à ce petit jeu-là, ils vont finir par nous faire croire que l'armée malienne, contrairement à ce qu'elle veut bien faire croire, est totalement incapable de le faire. Donc eux sont indispensables et sans eux, point de salut pour les Maliens. Donc il faut Donc, faire la attention. question, elle est là. Pour vous, c'est une victoire ou bien un massacre? Mais, écoutez, je suis bien obligé de croire le gouvernement malien et l'armée malienne lorsqu'ils disent « Venez voir, nous avons réalisé un exploit en mettant hors d'état de nuire des gens qui sont signalés comme des djihadistes dans une zone où, normalement, l'administration, enfin, ces derniers temps tout au moins, l'administration
a été chassé dans une zone où toutes les forces de défense et de sécurité ne pouvaient plus y aller. Alors si nous avons pu y aller cette fois-ci, c'est probablement parce que nous avons été en mesure de déployer une force militaire qui a pris le dessus sur eux, parce qu'ils faisaient la loi. Donc, quand on dit cela et qu'on répond « Non, 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 attendez, c'est du pipeau », je suis trop prudent pour ne pas être dupe de l'opération de communication. Alors, maître, Oui. que dit précisément l'armée malienne? Mais pour l'armée malienne, c'est un succès. Pour l'armée malienne, on a neutralisé des gens qui étaient des terroristes. Bon, vous savez, le problème, c'est qu'on ne fait pas de test ADN pour définir qui est terroriste ou pas. Le terroriste, c'est quelqu'un qui a votre apparence à vous et moi, parfois. Le terroriste, il se camoufle parfois sous des boubous, parfois il est tout à fait normal, glabre, et il a une apparence parfois tout à fait avenante. Et quand il opère, vous découvrez seulement trop tard que celui que vous aviez vu tout à l'heure et dépassé comme un simple citoyen est celui qui a été l'auteur d'un acte abominable qui a coûté la vie à de parfaits innocents aussi. Donc qu'on arrête un peu de continuer ce petit jeu-là et de dire à chaque fois l'armée malienne était incapable, on ne comprend pas pourquoi maintenant elle arrive à obtenir des résultats sur le front opérationnel. Alors, dans ce contexte, il faut écouter également les témoins. Eux, ils disent quoi, maître? Mais oui, alors ça aussi, encore une fois, attention. Vous savez, malheureusement, ou heureusement, on va dire, je suis un vieux routier. J'ai assez baroudé dans ce genre de choses. Et on a déjà vu des témoins qu'on est allé sortir, voyez, pour l'effet du reportage, venir dire ce qu'on voulait entendre d'un côté ou de l'autre. Et quelque part, bon, je ne dis pas que les témoins qui ont été présentés dans ce cas-là sont des témoins subornés par qui que ce soit, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je dis que même de ça aussi, j'ai appris à me méfier parce que, oui, mais on l'a toujours vu. Quand il y a un théâtre d'opération militaire, forcément, désolé d'avoir à le dire, il y a toujours des dégâts collatéraux. Forcément, il y a de pauvres innocents qui font les frais du feu qu'il a fallu engager pour pouvoir obtenir la neutralisation des djihadistes ou des rebelles ou des attaquants, okay, ou des assaillants. Alors à partir de ce moment-là, c'est toujours facile d'aller prendre un père de famille et qui a perdu et son grenier et son bétail et aussi dans l'opération peut-être aussi des enfants pour venir dire regardez ce qui s'est passé, c'est une opération épouvantable où on a vu des soldats venir chez nous et brûler notre bétail et s'en prendre à nos familles. Ça aussi, ça fait partie des réalités des opérations militaires. Attendons-nous bien, hein, on ne fera pas la lutte contre le terrorisme en distribuant des bonbons. Hein. Alors, attention. Est-ce qu'on ne se trouve pas finalement dans une confusion générale? On a l'impression que quand les témoins parlent en faveur peut-être de l'armée malienne et de ses prouesses, on pense que c'est vrai. Alors, quand ces mêmes témoins parlent en défaveur des FAMA, on a des doutes, maître. C'est ce que j'ai dit. Au tout début de mon analyse, j'ai exprimé une grande circonspection en disant qu'il ne fallait pas tomber dans une guerre de communication. Mais je trouve quand même un peu gros qu'à chaque fois, là où Barkhane n'allait pas, ou n'a pas pu y aller du tout, là où Takuba aussi n'a pas pu opérer, quand l'armée malienne y vient et qu'il arrive finalement à installer l'autorité et la souveraineté malienne sur un territoire où il a été chassé, on dit, attention, c'est au prix d'exactions criminelles contre des populations civiles. Alors je dis, c'est pour ça que je dis, soyons très attentifs à la chose, il faut que la guerre aux terroristes se fasse avec le maximum d'efficacité. Et le maximum d'efficacité veut dire en épargnant autant que possible des vies civiles. Mais malheureusement, quand ils se fondent dans les populations civiles, forcément, en s'en servant comme des boucliers, mais parce que ça aussi fait partie de la difficulté de l'opération.
Quand les djihadistes inséminent les quartiers et les populations, comment vous faites pour les identifier? Parce qu'il y a des gens qui se cachent, mais parfois ce sont des populations civiles apeurées qui se cachent. Parfois ce sont des terroristes qui se cachent. Alors quand vous êtes sur le terrain et que vous risquez votre vie à chaque seconde et que vous devez quand même faire l'opération, comment vous faites le tri? Vous appelez pour demander, attention, dis-moi, toi tu es djihadiste ou tu es un civil fugitif? C'est la raison pour laquelle je dis, on ne pourra pas faire la guerre au terrorisme en distribuant des œufs et des bonbons. Il y aura forcément des dégâts humains déplorables, mais c'est le prix à payer parfois. Est-ce qu'il y avait des instructeurs russes? Comme avant, il y avait des instructeurs français, allemands. Alors, quel est le but de la question? Il y avait des instructeurs russes. Et alors, ils seraient malgaches. Les Famans se sont fait aider par des instructeurs russes. Ils seraient malgaches ou guatémaltèques, le résultat est le même. Ce n'est pas la nationalité de l'instructeur qui détermine l'aspect plus ou moins criminel de l'opération. Mais quand on part au front pour aller éliminer, quand je dis éliminer, ça veut dire tuer, d'accord? Des gens qui sont décrits, identifiés comme des ennemis de la paix, on fait une opération qui est nécessairement mortifère. Alors, qu'on vienne me dire, c'est parce qu'ils sont russes qu'ils sont plus féroces, pardon, non, je ne veux pas tomber dans ce jeu-là. Non, si c'est une victoire, on peut applaudir aussi les instructeurs russes. En général, vous n'entendrez pas ça sur l'AFP. Si c'est des instructeurs russes et que c'est un succès, vous n'entendrez pas ça sur l'AFP. Soyons d'accord dessus. Donc c'est pour ça que je dis, c'est d'abord aussi une guerre de communication. Et il ne faut pas se montrer trop sensible à ces méthodes. Alors, maître, selon vous, comment faire éclater la vérité? Bon, alors si chaque matin, il faut venir faire la comptabilité pour dire, alors voilà, on a éliminé ou neutralisé 53 djihadistes, mais malheureusement on déplore 19 morts qui ne sont que des civils. Si chaque matin on fait ça, on va rester dans ce que j'appelle la communication de l'émotion. On fait finalement la guerre de l'émotion. Et ce n'est pas comme ça qu'on gagne les guerres. Mais dites-moi, on a dit que c'était une guerre qui était asymétrique. C'est-à-dire que l'ennemi n'est pas identifiable. Dans la guerre classique, on peut reconnaître au treillis que tel est un ennemi. Et donc, on prend toutes les précautions et on utilise les moyens militaires pour le neutraliser, c'est-à-dire le tuer. En tout cas, le mettre hors d'état de nuire. C'est comme ça que se passe l'art de la guerre, comme on dit. Mais là, ici, comme on a dit que c'est une guerre asymétrique, nécessairement, l'ennemi aussi sait qu'en se dissimulant dans les populations, il se rend moins vulnérable. C'est la raison pour laquelle il le fait. Alors, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on ne veut pas reconnaître que l'armée malienne connaît des succès sur le terrain? À chaque fois, on le dit. On décrit parfois le côté barbare de l'opération. À quelle fin? Pour salir l'armée et dire qu'elle a été incapable et qu'elle est toujours incapable, et que, bon, nous, les droits de l'homiste qui faisions ça avant, quand nous allions sur le terrain d'opération, nous faisions le tri et nous ne tuions jamais, parce que nous faisions des guerres chirurgicales et nous ne tuions jamais des populations civiles innocentes. C'est faux. Il ne faut pas dire ça non plus, c'est faux. Il ne faut pas céder à ça. Alors, vous voulez dire que ces droits de l'homme, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, sont à la solde des politiques? Oui, parce que je ne connais pas de militaire droit de l'homiste. Ça n'existe pas. Bon, alors, ça serait un oxymore intéressant. Militaire, droit de l'homiste. Oui, les militaires ne sont pas contre les droits de l'homme. Il ne faut pas présenter les choses dans un manichéisme quasi caricatural comme ça. Non, un militaire, il a une mission. Il a une formation qui le destine à faire un travail qui est répugnant. À savoir, s'il le faut, mettre à mort quelqu'un. Donc, à partir de ce moment-là, il utilise les droits de l'homme
avec énormément de parcimonie, parce que bon, c'est sa vie à lui ou celle de celui qui est en face. Et la plupart du temps, je comprends qu'ils choisissent celle de celui qui est en face. Donc, qu'il soit malien ou tchétchène, hein, c'est la même chose. Tous les militaires ont reçu cette formation-là. Alors, pourquoi quand ils sont maliens et qu'ils ont à leur côté des instructeurs russes, ils deviennent des affreux qu'il faut absolument décrier dès qu'ils font une opération? Allez, on va quitter Bamako, si vous le permettez, pour Alger, Rabat et Madrid. L'Algérie durcit sa diplomatie gazière, alors que l'Espagne a récemment changé d'avis sur la question du Sahara occidental, accordant pour la première fois son soutien au projet d'autonomie marocaine. La compagnie publique Sonatrach a menacé d'augmenter les prix du gaz vendu à Madrid. Déjà une coupure au Maroc. Maître, comment expliquer cela? Le changement de diplomatie gazière de l'Algérie. Elle est en droite ligne avec la donne diplomatique entre le Maroc et l'Algérie actuellement. Il y a des positions, et aussi avec l'Espagne, nous savons qu'il y a maintenant une confrontation nette. C'est toujours sur la question du Polisario. Elle a opposé et continue d'opposer l'Algérie, la diplomatie algérienne et marocaine. Et la dernière position que l'Espagne a prise sur le sujet a envenimé les choses dans un sens qui peut justifier parfois des actions représailles sur le plan économique et énergétique. Donc, je ne suis pas très étonné de ce que l'Algérie décide, en rupture avec la logique d'avant, d'enchérir le coût de ces produits hydrocarbures. Alors, on sait que le 19 dernier, Alger a rappelé son ambassadeur en Espagne. Est-ce qu'on veut régler les comptes par le prisme de la diplomatie et surtout de la diplomatie gazière? Là, du coup, c'est pas la diplomatie gazière. Là, on est dans l'économie énergétique et la diplomatie fera son travail. Mais pour l'instant, bon, l'Algérie est en train de dire, d'accord, bon, mais je vendrai cher désormais mon gaz. Qui en veut en prend, et qui n'en veut pas peut aller se servir ailleurs, mais ça sera difficile parce que les conditions de diffusion ont créé l'habitude d'une forme de dépendance. Et il y a l'effet de la proximité aussi. Si l'Espagne veut aller se servir ailleurs, ça sera beaucoup plus cher aussi. Ça sera toujours plus cher d'ailleurs. Donc tout ça est à mettre dans la balance. Voyez ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Par où on tape? À défaut de pouvoir garantir une supériorité militaire contre la Russie, on frappe par l'économie énergétique. Donc, cette logique-là, elle a toujours été à l'œuvre quand il y a des situations conflictuelles. Alors, les conséquences, elles seront sans doute financières pour Alger, et pour Rabat et pour Madrid. Mais est-ce qu'il y aura des mesures de réciprocité? Elles sont difficiles. Parce que, en fin de compte, c'est vrai que la dépendance du Maroc et de l'Espagne vis-à-vis d'Alger, elle est beaucoup plus prégnante que l'inverse. Il y aura de la surenchère, mais tout ça finira par se calmer, j'en suis sûr, parce que personne n'a beaucoup à gagner à ce petit jeu navrant, mais le problème du Polisario reste l'épine dans les pieds du Maroc. Alors, ce problème, peu de nos amis qui nous suivent maintenant le maîtrisent. Est-ce qu'on peut le rappeler en 2 minutes, maître? Oui, la question est de savoir si ce qu'on a appelé le Sahara occidental, le Front Polisario, le Maroc espagnol est indépendant ou pas. Les Marocains considèrent que ce territoire fait partie
du Maroc. Et il y a des forces qui sont multiformes, nombreuses. Historiquement, ce pays, ce sujet a divisé énormément de monde et a créé même une quasi-scission au sein de l'ancien OUA. Et le Maroc en a été exclu. Enfin, non, plutôt s'est retiré de l'OUA. On ne l'a pas exclu, mais il s'est retiré de l'OUA et a rejoint l'OUA, enfin l'UA récemment. Je ne sais plus, il y a 8 ans à peu près, que le Maroc est revenu au sein de l'UA. Donc c'est un sujet sensible, c'est un sujet auquel les Marocains sont très sensibles, c'est un sujet sur lequel il est difficile d'avoir un avis définitif parce que beaucoup d'historiens s'écharpent encore dessus et tout le monde sait que ce sujet représente le nœud gordien entre l'Algérie, le Maroc et parfois aussi d'autres pays qui alignent leur sensibilité diplomatique sur les positions que peuvent prendre les uns et les autres. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, tôt ou tard, sur ce problème du gaz, j'allais dire, une solution sera trouvée. Oui, parce que, écoutez, non. Vous savez, je vous l'ai toujours dit, moi je me définis comme un panafricain sans mélange. C'est-à-dire que voilà. Je dis toujours, il est souhaitable, quand deux pays africains sont en confrontation, de trouver une solution rapide, idéalement africaine, à la solution de leurs problèmes. Donc, je serai favorable à tous les efforts diplomatiques que pourrait éventuellement faciliter l'UA ou d'autres forums pour permettre au Maroc et à l'Algérie de trouver un terrain d'entente et permettre au sujet du Polisario d'évoluer dans un sens qui permette aussi bien au Maroc qu'aux populations sahraouies de trouver un modus vivendi ensemble. D'accord ? Un modus vivendi, ça veut dire que comme on est condamné à vivre ensemble, essayons de trouver les moyens de le faire dans des conditions qui nous garantissent la paix et la prospérité économique. C'est possible à la fois, sans être enfermé dans des schémas dogmatiques qui consistent à dire non au nom de l'autodétermination, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il faut nécessairement que les Sahraouis soient indépendants du Maroc. Ce qu'on a fait au Soudan, en l'amputant par la création du Sud-Soudan, nous en avons vu le résultat. Ce n'est pas glorieux. Alors, est-ce que, alors qu'on essaye de faire une Afrique plus forte, de l'agréger de façon concrète pour que nous ayons une économie, la ZLEC, la ZLECA, si vous voulez, c'est l'esprit. Il y avait le NEPAD. On est en train de penser. Il y avait le NEPAD. Il est toujours là, mais il ne fonctionne pas. Pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici. Bon, elles sont nombreuses, multiformes. Mais il faut tout faire pour que nous parvenions à l'unité africaine intégrale, à une monnaie africaine, parce que qu'on nous impose, vous avez vu avec la crise ukrainienne, voilà, la question monétaire se pose, le dollar et son hégémonie posent problème, et nous ne pouvons pas nous poser toujours dans des positions vulnérantes qui aggravent notre dépendance et qui fassent que, pour des choses qui ne nous concernent pas, nous subissons des conséquences plus graves que les autres, alors que nous ne sommes pour rien. Nous ne sommes pas faits pour subir. Donc, toutes les solutions doivent être mises sur la table pour trouver un terrain d'entente entre deux pays africains qu'un différend oppose. Maintenant, toutes les solutions doivent être recherchées et tous les cerveaux africains sont convoqués à réfléchir pour que nous aboutissions. Peut-être pas de mon vivant, ça, je crois que je commence à être, disons, victime de ma propre lucidité. Mais pour que nos enfants et nos petits-enfants connaissent l'unité africaine auquel nous avons rêvé et à laquelle il faut que nous travaillions
pour au moins créer les conditions de la mise en place. On a encore quelques minutes pour parler de la France. Dimanche auront lieu les élections présidentielles dans ce pays. Qui va gagner, maître? Oh, comme vous y allez. Non, comme ça, tout de go. Non, mais écoutez, que le meilleur gagne. Le meilleur parmi les compétiteurs. Parce que bon, je suis un spectateur assidu des campagnes électorales françaises depuis 1982. Vous voyez, j'étais adolescent, mais déjà très intéressé par la chose politique. Et c'est probablement la campagne la plus plate, la plus insipide à laquelle il m'a été donné d'assister. Sincèrement, il n'y a rien à y retenir. C'est vrai que la crise ukrainienne aussi s'est invitée à la campagne. Mon œil, la crise ukrainienne, elle a bon œil, elle a bon dos. Enfin, non, mais franchement, mais non, mais attendez, il y avait des enjeux, il y a des enjeux sociaux, économiques, politiques en France qui demandent des solutions bien avant que la crise ukrainienne arrive. Détourne les débats. Bien entendu, chacun noie le poisson en se prévalant de je ne sais quoi. Non, le seul, et ça je l'ai toujours dit, mais quand je le dis, ça me vaut plutôt des ennemis, mais c'est pas grave, le nombre peut augmenter. Le seul dont le langage est clair, limpide, efficace, et qui fouette le cerveau de celui qui l'écoute, c'est Mélenchon. Mélenchon, il ne fait pas dans le mielleux politicien, électoraliste. Il ne fait pas la politique comme on a l'habitude de le voir. Il parle vrai, il a des solutions courageuses et il les défend. Les autres, ils ont peur de déplaire à l'électeur. C'est pour ça que je dis que la campagne est insipide. Ils viennent tous, allez, un peu d'écologie pour faire plaisir aux sensibilités écologistes. Bon, allez, un peu de droite, un peu de gauche, un peu de recettes. Mais attendez, sur l'éducation, ils sont tous d'accord sur la même chose. Sur l'économie, bon, enfin, en général, l'économie en France, c'est l'emploi et son maintien. C'est le tissu industriel français. Comment faire pour que le Made in France soit prééminent dans le système de consommation? Mais tout le monde sait que personne ne travaille à garantir ce Made in France. Mais bon, on préfère parler d'autre chose, et pour les autres, c'est parler des immigrés. Le seul qui a un langage sur les immigrés qui est courageux, humaniste et intéressant, c'est Mélenchon. Donc bon, si j'étais français, je voterais Mélenchon, mais bon, voilà, vous avez dit les autres, parmi les autres, il y a Madame Le Pen, elle peut gagner? Elle peut aller au deuxième tour? Elle peut tout à fait gagner, mais vous savez quoi? Si Donald Trump a été élu aux États-Unis alors que Mme Hillary Clinton avait la majorité du vote populaire, si Hitler a été élu, Marine Le Pen peut être élue. Mais je dis encore une fois, lorsque vous créez des conditions où le scrutin se déroule selon des modes qui permettent l'abstention, avec une forte abstention, vous avez le risque d'avoir Madame Le Pen élue, c'est tout. Donc, ça ne serait pas un cataclysme, hein, parce que ce sont des Français qui l'auront préféré aux autres. Donc, bon, advienne que pourra. Nous autres, apprenons à ne pas avoir peur de ce qui va arriver là-bas. Apprenons à comprendre que finalement, écoutez, nous ne sommes pas aimés, nous ne sommes pas désirés, et il y en a qui ne nous le disent pas, mais qui n'en pensent pas moins, et qui font tout pour que nous ne puissions pas, malheureusement, avoir dans un élan fraternel, aller là-bas, parce que liberté, égalité, fraternité, quand vous regardez la chose, ceux qui croient à l'égalité et à la fraternité, je leur souhaite de beaux rêves. Merci beaucoup, Maître Éric Emmanuel. Sur ça, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va marquer la pause pour le journal et derrière, on reçoit nos invités pour Regard Croisé.